Donc moi, je vais vous parler de l'habitat inclusif. Cette nouvelle truc à la mode, enfin ça fait quand même plusieurs années maintenant, mais en fait c'est vraiment le truc du gouvernement, le truc de toutes les collectivités territoriales. Il y en a partout, ça ouvre partout. En fait, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a plusieurs noms. On dit habitat inclusif ou habitat partagé, habitat regroupé aussi. Bon. En anglais, on dit group home, small group home. Alors, le gouvernement, enfin, en tout cas, l'ancienne ministre Cluzel essayait de vendre ça comme des colocations. Donc, c'est absolument pas l'idée d'une colocation. C'est avant tout un habitat, un immeuble où sont regroupés des gens qui ont comme seul lien d'avoir un handicap correspondant à cet habitat. C'est-à-dire qu'on va regrouper des gens, par exemple sur Rennes, l'habitat collectif épilepsie. Voilà, donc c'est des gens épileptiques. J'ai envie de dire aucun rapport avec une colocation. Les personnes handicapées peuvent faire des colocations. Ça n'a aucun rapport. Là, en fait, derrière l'habitat inclusif, il y a toujours une espèce d'organisation. Et c'est des associations gestionnaires. C'est-à-dire que cet habitat est géré par un gestionnaire qui va bien souvent décider de comment fonctionne l'aide humaine pour les personnes qui habitent dans cet habitat, qui va bien souvent faire appel à un prestataire. Donc, du coup, le choix du type d'accompagnement n'est pas laissé aux habitants. Parfois même, Mireille en parlait dans son texte, mais il y a une mutualisation, c'est-à-dire que chaque habitant de l'habitat inclusif donne de ses heures personnelles d'aide humaine afin de financer un, un emploi d'une personne qui, du coup, va être dédiée à la structure. Et quand on dit ça, on entend bien que ce n'est pas des heures qui vont être dédiées à la personne, mais c'est des heures qui vont servir au collectif. Et donc, par exemple, et c'est ce qui fait partie des choses qu'on dénonce, c'est-à-dire que la personne ne peut pas disposer de ses besoins d'aide humaine où elle le veut. C'est-à-dire qu'elle pourrait, imaginons, habiter dans cet habitat inclusif, mais vouloir partir en vacances, et du coup récupérer ses heures pour en disposer sur son lieu de vacances, c'est pas possible. Ces heures qui sont mutualisées vont rester quelque part dans son habitat inclusif et elle va en être du coup dépourvue, quoi. Donc voilà, donc pour nous, cet habitat inclusif n'est rien d'autre qu'une nouvelle institution, des petits foyers de vie. Et j'allais dire, souvent on me dit que c'est quand même mieux que les grosses institutions. Eh bien, pas pour moi. Pour moi, c'est l'institution et c'est même pire parce que c'est au rabais. C'est-à-dire qu'on fait euh, avec très peu de moyens. La PCH n'est pas élevée, des heures de PCH, même mutualisées, ça reste assez faible. On fait un espèce de service où finalement il y aura de toute façon pas assez d'heures, pas assez d'aide pour les personnes. Et le fait de petites structures n'arrange en rien la chose, puisque ça fait que, en fait, il y a encore moins d'aide, il y a encore moins d'assistance, par exemple la nuit, ou par exemple à des horaires comme le coucher, comme les repas. La mutualisation va probablement permettre de financer un poste en 24 sur 24, mais avec un poste, on peut manger combien de personnes? Eh bien, on ne peut pas manger beaucoup de personnes. Donc, en fait, les gens, ils attendent. Ils attendent pour se coucher, ils attendent pour se retourner, ils attendent pour manger, ils attendent pour se lever éventuellement le matin, quoique le matin, ça peut être aussi des heures individuelles. Bref, vous l'aurez compris, pour nous, ce n'est pas du tout
une avancée. C'est même voilà, un recul, évidemment. Et du coup, c'est contraire, et on va en parler juste après, plus tard dans l'après-midi, à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette Convention des Nations Unies a dit, entre autres, qu'il faut que la personne handicapée ait la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Je vais enlever mon masque. C'est bon. Voilà, j'ai un petit coup de chaud. Du coup, la CEDPH, Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, elle dit donc que les gens doivent décider avec qui et où elles doivent vivre. Dans ces habitats inclusifs, comme c'est des institutions, il y a des règles, et bien souvent, les règles impliquent que la personne n'a pas le droit d'avoir une vie de couple, n'a pas le droit d'inviter des personnes à dormir dans son logement. Voilà. Donc, on voit bien que le côté vivre avec qui elles veulent n'est pas du tout respecté. Contrairement à ce que dit le gouvernement, ce ne sont pas des lieux qui respectent les droits des personnes handicapées. Voilà. Et du coup, en fait, Natacha m'a parlé un petit peu ce matin de la Convention des Nations Unies, donc l'article 19, qui, je viens de vous le lire en partie, est au sujet de l'autonomie. Ils ont fait une observation générale qui permet de détailler un petit peu plus ce que voulait dire la Convention des Nations Unies, qui est assez restreinte dans ces articles. Et donc, cette observation numéro 5, qui fait une quinzaine de pages et qui se spécifie sur cet article 19, définit exactement ce qu'est une institution. Et donc, entre autres, l'ONU dit que les institutions, on peut définir ce qu'est une institution en regardant l'influence que les personnes ont sur l'aide humaine. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes aient la main mise, soit vraiment, et Christine le disait, c'est notre vie qui doit influencer l'aide humaine et ce n'est pas l'inverse. Et c'est là que, comme je le disais tout à l'heure, cette mutualisation d'aide humaine et cette, comment dire, cette mise, cette mise en commun de ces aides humaines ne permet pas d'avoir une mainmise. C'est-à-dire que, évidemment, non, vous ne décidez pas de la personne qui vient, puisqu'elle vient pour 15 personnes. Évidemment, non, vous ne décidez pas à quelle heure elle va vous coucher, puisqu'elle vient pour 15 personnes. Et que du coup, ce n'est pas possible comment dire, de respecter les droits de chaque personne. Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant, même au-delà de cet habitat inclusif qui, je pense, fait l'unanimité pour dire que c'est un nouveau système institutionnel. C'est intéressant pour nous de lire cette observation générale et de dire que vraiment, cette chose que écrit noir sur blanc l'ONU, de dire qu'en fait, parce qu'on peut aussi, à domicile, être institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on peut aussi manquer de pouvoir de décision sur notre aide humaine. Mireille en parlait dans son témoignage. Et du coup, voilà, cette observation générale de l'ONU nous donne les mots exacts qui vont vers ce côté, voilà, il faut qu'on ait la main mise et la décision. Alors, je vais chercher le mot qui dit. Bon, je ne trouve pas.
il faut un an, j'arrive à dire, elles sont dans l'obligation de partager des services d'assistance entre plusieurs personnes et l'influence qui peut être exercée sur la personne dont l'aide doit être acceptée et limitée par une existence. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, dans les institutions, l'influence des personnes handicapées est limitée, voire inexistante, sur leur aide humaine. Voilà. Donc, pour résumer, donc ce n'est pas des lieux où les personnes ont le choix du lieu de vie. Ce n'est pas des lieux où les personnes ont la maîtrise de leurs conditions de vie. Il y a des horaires. Il y a des conditions d'entrée aussi. Je sais qu'il y en a un qui dit qu'on ne doit pas travailler. Voilà. Ça paraît hallucinant, hein, mais c'est vrai. C'est le système d'institution et de médico-social. Et on n'a pas non plus la maîtrise de son aide humaine. Bon, voilà. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on propose? Alors nous, comme vous savez, depuis le début de la matinée, on propose la vie autonome. La vie autonome, c'est donc maîtriser sa vie avec des aides techniques, de l'aide humaine ou de l'aide à la prise de décision, par exemple, à hauteur des besoins. C'est pouvoir aussi accéder à tout, c'est-à-dire l'accessibilité des logements, des services publics, de l'emploi, de l'école, etc. En France, bon, on est loin d'avoir tout ça. Hein. Je voulais citer qu'est-ce qu'on propose. Il y a aussi qu'est-ce qu'on peut regarder sur d'autres pays. Donc, je voulais citer entre autres les coopératives d'aide humaine suédoises qui, du coup, permettent aux gens, ils ont un système un petit peu entre deux, c'est-à-dire que nous, on en discutait en fin de matinée, il y a soit l'emploi direct, soit le prestataire. Bon, il y a le mandataire, mais c'est de l'emploi direct un petit peu aidé. Eux, dans leur coopérative, ils ont un système autre, puisque la coopérative est employeur des aides humaines, mais pour autant, la personne handicapée reste, alors eux, ils appellent ça chef d'équipe, c'est-à-dire qu'il reste complètement maître de tout, maître du recrutement, maître du planning, maître évidemment des actes à effectuer, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose pour lequel on va y réfléchir entre militants. Voilà, un système qui n'existe pas juridiquement en France, mais qui mériterait d'être creusé, puisque à la fois il permettrait de ne plus avoir cette lourde responsabilité juridique qui pèse sur les épaules des particuliers employeurs, et pour autant de rester maître de sa vie et de son organisation en aide humaine, ce qui, comme le dit l'ONU, j'ai déjà parlé deux, trois fois, est l'aspect crucial d'une vie autonome. Par ailleurs, du coup, il y avait des choses dans la loi 2005 qui n'ont pas été mises en œuvre tout de suite et qui, petit à petit, n'ont jamais été mises en œuvre jusqu'à carrément être retirées. Au détour de projet de loi, ah tiens, on retient cet article, il nous emmerde, non, non, non. Et donc, entre autres, il y avait dans la loi 2005 un article qui disait que devaient se créer des services d'astreinte infirmiers. Bon, voilà, ça c'était le côté peut-être un peu trop médicalisé de la chose, mais il me semble que c'est important qu'on se saisisse de ça. D'abord parce que la loi 2005, elle a entre autres été créée par des militants. En tout cas, ils y ont participé. Et si cet article a vu le jour, je pense que c'était une grosse bataille pour qu'il soit là. Malheureusement, il n'a pas été mis en œuvre. Et du coup, ces services d'astreinte permettraient une forme de sécurisation de nos vies à domicile et permettraient, entre autres, peut-être, voilà, je vais redire le mot, mais sécuriser cette aide humaine et ses besoins qui varient d'un moment à l'autre, qui peuvent être des fois urgents et des fois moins urgents. Je pense parce que souvent on nous rétorque mais on ne peut pas mettre tout le monde dans H24. Ah ben oui, je sais bien. D'abord, les gens n'ont pas tous besoin de H24, mais
Mais pour autant, il peut y avoir des aléas de la vie, de plein de choses, et qu'ils puissent faire appel lors de ces aléas à une astreinte, voilà, qui pourrait être communale, intercommunale, des choses comme ça, permettrait pour ces personnes qui ne sont pas en H24 de continuer à mener leur vie. Voilà. Et donc, je vais peut-être m'en arrêter là, mais c'était pour ouvrir des solutions. C'est-à-dire que l'habitat inclusif, en fait, ils nous radinent des heures. Ils mettent les gens là parce que c'est un peu moins cher. C'est tout simple. Hein, quand on creuse un peu, c'est ça. Quoi. Et donc, c'est une institution, c'est moins cher, tout le monde est content, sauf nous. Et encore une fois, c'est nous qui payons. Et puis, comme ils en ont à tour de bras, enfin, en tout cas ici, on est reparti pour 50 ans. Et du coup, voilà. Et juste, parce qu'on me le dit souvent, ah, mais oui, mais c'est transitoire. Oui, comme les ESAT, hein, c'est transitoire. On voit bien. Non, mais en fait, dans la vraie vie, c'est jamais transitoire. Ils en ont, mais vraiment pas du tout envie de faire sortir des gens des habitats inclusifs. Ils n'ont aucune, mais vraiment aucune intention de former les gens pour qu'ensuite ils puissent se débrouiller pour mener une vie autonome, chercher un appart, créer leur structure, enfin, merde, pas leur structure, mais leur organisation d'aide humaine, etc. Ce n'est pas du tout le but des habitats inclusifs. Le but des habitats inclusifs, c'est juste d'enfermer les gens et puis le système, enfin, le problème est réglé selon le temps. Voilà, je vais arrêter de parler et puis j'espère que vous avez des questions. Oui, au-delà des questions, c'était plus une réflexion. Il y a peut-être des professionnels qui nous écoutent d'institutions, justement, en ligne, ou ici dans la salle, je ne sais pas, on ne s'est pas tous présentés, et qui sont certainement pour quelques-uns d'entre eux dans une démarche de vouloir, enfin, bienveillante et de vouloir bien faire et de tendre vers l'inclusif, vers tout ce qu'on veut, comme ils l'appellent. Et je crois que c'était important, enfin, dans mon sens, de préciser que ce serait une hérésie de croire que l'institution arrivera à se transformer pour permettre ce que nous on appelle la vie autonome, mais ce qui est une réelle inclusion. J'aime pas trop ce terme parce qu'il a été longuement repris et déformé, on ne sait plus trop ce qu'on y met derrière. Tout simplement par le simple principe, par essence, une institution qui donc est en règle générale lieu de vie collectif, entraîne des contraintes de la vie collective qu'on connaît tous, c'est-à-dire des règles de vie collective qui s'imposent et qui sont de fait présentes. On ne pourra pas aller à l'encontre de ça. Je peux citer n'importe quel exemple. Je vais pouvoir inviter la personne que j'ai rencontrée sur Internet à 3 h du matin, la recevoir à 3 h chez moi parce que c'est maintenant que j'ai envie de la rencontrer et que j'invite dans un lieu de vie collectif. Ce n'est pas possible. Je veux manger à 3 h du matin du poulet rôti, c'est pas possible. Donc en fait, c'est une hérésie totale de croire que l'institution ou le lieu de vie collectif, quelle que soit la tournure qu'il va prendre, pourra répondre à finalement la convention et les enjeux de la convention. Voilà, c'était un petit peu cette remarque-là que je voulais faire. Après, sur la deuxième partie où tu évoquais les quelques solutions, il y a des choses intéressantes. Je n'ai pas trop creusé le truc. Peut-être que Mathilde ou d'autres en seront plus. Sur les centres références sur la vie autonome, je crois que c'est au Canada, il me semble que ça se fait, qui paraissent intéressants. Ahmed parlait tout à l'heure du pair accompagnement, du partage d'expériences entre pairs. Et c'est, je pense aussi... quelque chose qu'on doit pouvoir creuser de ce côté-là et voilà, des centres un peu référents sur la vie autonome pourraient répondre en tout cas à certaines questions, certainement. Voilà. C'est une bonne réflexion. Non, vas-y, vas-y. Bon, moi,
tu parles des astreintes et des solutions alternatives pour sécuriser le quotidien. Mathilde, tu parlais des astreintes et des alternatives pour sécuriser le quotidien. Pour mon premier, nous allons monter dans laquelle nous allons limiter la responsabilité juridique face à l'information. Sur mon premier, nous avons montré un petit système qui limite la responsabilité juridique des personnes tout en leur permettant de s'organiser pour leur quotidien. Sur Montpellier, nous avions monté une petite organisation qui limitait la responsabilité juridique des personnes tout en leur permettant de gérer leur quotidien. Structure qui met les avantages du fonctionnement prestataire et en train de retoquer par le département. C'est une structure qui mêlait les avantages du service mandataire et prestataire. Et elle est en train d'être retoquée par le département. C'est-à-dire que la loi ne permet pas que alors, soit par même leur quotidien sans en être juridiquement possible. La loi ne permet pas aux gens de gérer leur quotidien sans un responsable, sans en être juridiquement responsable eux-mêmes. Pourtant, c'est particulièrement confortable. Du coup, nous risquons notre peau dans l'année qui vient. Parce que nous n'avons pas la taille minimum requise. Il y a des choses qui sont prévues dans la réglementation qui ne nous convenaient pas. Il y a des choses que la structure doit décider pour nous. Sinon, ça ne convient pas à la réglementation française actuelle. C'est ce qu'on leur a dit textuellement. Dans une réunion.
De concertation dans les guillemets. Ah oui. Nous sommes en plein recul social. Nous sommes en pleine contradiction avec les normes des Nations Unies en recul social. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Merci, c'est une bonne question. Je ne vais pas y répondre parce que j'en sais rien, mais plein de choses. On a déjà donné des pistes, voilà, les centres pour la vie autonome, la pérannulation, essayer de réfléchir et de mettre en œuvre un intermédiaire entre ce qui existe actuellement et qui nous convient faute de mieux, mais peut-être pourrait être mieux, c'est sûr, même. Voilà, se battre pour avoir suffisamment d'heures d'aide humaine et même pour la coordination. Enfin, voilà, c'est plein de choses mis bout à bout, ça nous épuise, mais on y arrive aussi. Enfin, voilà. Et je voulais, je sais pas, souligner qu'aujourd'hui on était plein d'assauts et que du coup, voilà, c'est notre force aussi d'essayer de travailler ensemble et de se regrouper et de faire des choses ensemble. Donc moi aujourd'hui j'interviens pour le CLÉ, collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. Donc on a déjà entendu en vie sociale en fin de matinée les Toulousains. Mireille nous parlait, et puis Christine aussi, de la coordination handicap et autonomie. Et du coup, je voyais, il y avait une question dans le chat. Il y en a plusieurs. Sur le terrain, les habitants. De Zig avant. Ouais, vas-y, on met, s'il te plaît. De Zig et une remarque de Thibaut et après. Alors oui, Zig nous dit, j'ai entendu parler des premiers habitants regroupés inclusifs il y a 15 ans. À quel niveau se sont-ils développés depuis? On n'a pas trop de chiffres. C'est assez exponentiel ces dernières années, vu le soutien de la CNSA. Il y a aussi du coup l'État qui a créé une aide à la vie partagée, ou je sais pas quoi, AVP, ouais, ça doit être ça, pour financer plus de l'aide d'animation, on va dire, de ces habitats. Donc tout ça a créé un appel d'air qui du coup a permis, enfin, à encourager, on va dire, les associations gestionnaires à aller là-dedans. Comment les rassurer de manière de vie autonome? C'est ce qu'on essayait de faire, c'est-à-dire créer d'autres choses, de faire de la pérennulation, de faire voilà, des centres pour la vie autonome, de créer des choses des astreintes et des choses comme ça. Alors ensuite, il y a Thibaut de Cléotis qui nous dit néanmoins sur le terrain, il y a des habitats avec juste un référent de coordination qui peut aider toutes les démarches et aides, mais les PCH et autres restent autorisés individuels. Le souci est qu'il y a une sélection à l'entrée et une évaluation drastique. Voilà. L'habitat inclusif regroupe plein de formes différentes et c'est ça qui est un petit peu difficile pour mener le combat contre ce système qui, quand même, de toute façon, est néfaste. Donc, il y a Nathalie Rollin qui nous dit, selon vous, la vie autonome est-elle accessible à toutes les personnes à partir du moment que ces personnes la souhaitent? Et pour les personnes avec handicap cognitif et ou troubles du comportement ou autres handicaps qui ne formulent pas le désir,
quel lieu de vie est-il souhaitable à l'âge adulte? Alors oui, nous, on défend la vie autonome quel que soit l'âge et quel que soit le handicap. C'est possible à tout le monde. C'est possible grâce à l'aide à la prise de décision. On parlera tout à l'heure aussi de microboard, d'alternatives aux tutelles. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra aussi réévoquer ces possibilités vraiment pour tout type de handicap. Formuler le désir de vivre de manière autonome. Le problème, c'est que est-ce qu'on leur propose vraiment? On se rend compte que, voilà, c'est ça, il ne faut pas attendre de formuler parce qu'en fait, on ne leur propose pas, c'est-à-dire que il y a plein de gens, des familles, etc., qui sont orientés directement vers le parcours institutionnel, c'est-à-dire pour les enfants, un IME, puis ensuite femmes ou ESAT, foyer de vie selon, habitat inclusif aussi selon, mais toujours est-il que c'est pas une alternative qu'on leur propose, c'est pas quelque chose qu'on les encourage vers lesquels on les encourage à aller. Alors, Thibaut nous dit... Voilà. Ce n'est pas du coup... Voilà. Il faut juste rappeler que la Convention des Nations Unies, elle ne dit pas que la vie autonome est une possibilité. Elle dit que c'est la possibilité que les gens ont pour mener leur vie, c'est tout. En fait, tout est dit, l'institution n'est pas une possibilité pour mener sa vie et pour garantir les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits fondamentaux, les droits de base, en fait, de chaque être humain. Voilà. Alors, Natacha, tu voulais prendre la parole et je te la laisse volontiers. Salut, bonjour. J'ai eu quelques soucis techniques, moi. Non, je voulais plutôt faire un commentaire, Mathilde, à propos de l'habitat inclusif, puisque on en a déjà parlé, j'ai mentionné rapidement ce matin, mais je pense que maintenant, de plus en plus, c'est habitat inclusif qui est partout. Donc, de plus en plus, on entend, oui, ça va, hein, c'est plus petit, ça va. Vraiment, il faut veiller, puisque les grandes institutions deviennent des petites institutions. Et c'est vraiment une pratique dans toute l'Union européenne. Vraiment, il y en a plein, surtout dans les institutions européennes, qui pensent, voilà, c'est une alternative, voilà, c'est un petit changement et tout va bien. Donc, je pense qu'on a un grand problème. Voilà, c'était juste ça, tu vois, juste faire un commentaire. Mais ça, il y en a partout. Et chaque pays a plusieurs noms différents. Merci. Merci de ce regard transversal et pas vraiment encourageant, mais comment on sait qu'on n'est pas tous ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions derrière moi? Ouais. Alors, oui, Madame Breton, qu'en est-il des colloques pour personnes avec et sans handicap? Est-ce une solution pérenne et surtout permettent-elles, de votre expérience, de garantir le droit des personnes concernées? Alors, je vais me retourner. Et en fait, il y a plein de colloques différentes. Je ne vois pas trop... Voilà. Une colocation, pour moi, c'est des gens qui habitent ensemble. Je ne vois pas en quoi ça doit préserver les droits. Préserver les droits, c'est avant tout avoir les aides humaines, techniques, matérielles, de logement, etc., enfin, qui permettent de mener sa vie. Enfin, c'est ça les droits. Que ce soit une coloc, on va dire en mix, même si je n'aime pas tout ce terme, mais ou une coloc que de personnes handicapées, elle peut les préserver dès lors que chacun fait valoir ses droits individuellement et les obtient surtout. Voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur YouTube? Non, très bien. Je vois quelle heure il est. Sinon, on va passer à la suite.
Quelqu'un peut me dire rien? Merci.